Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Un troisième et dernier épisode consacré au burn-out et cette fois-ci, on va parler du post-burn-out. Alors, le post-burn-out, Marina, c'est quoi en fait ? En fait, c'est l'après, comme le nom l'indique. L'après ou, en tout cas, quand je suis sortie de cette phase d'épuisement terrible et que, voilà, pour reprendre l'image la semaine dernière, on remonte l'escalier, on repart dans la vie professionnelle ou on réinvestit dans la vie familiale si on avait pu prendre un peu freiner sur les horaires. Et ça peut se faire à travers le mi-temps thérapeutique dont on a déjà parlé, ça peut se faire de manière différente, et ça c'est vraiment en sur-mesure, j'ai envie de dire, en fonction de chacun, mais l'idée, ça va vraiment être de préparer. Donc c'est pour ça que j'avais déjà dit dans l'épisode concernant le burn-out que dès le début, nous, on va travailler avec les patients pour préparer ce retour ou pas de retour, parce qu'il y a évidemment un choix possible de revenir au boulot, de changer de boulot, de changer dans le même genre, mais par exemple se dire je change de type d'entreprise, plutôt une plus petite entreprise, mais je reste dans l'informatique, ou bien même de se dire je change complètement et je pars vers une reconversion professionnelle. Donc il y a vraiment des choix à faire à ce moment-là, et c'est cette période-là qu'on appelle le post-burnout, c'est quand je me reconstruis avec mes nouveaux choix et je tire les leçons quelque part du burnout. L'image qui me vient quand je t'entends parler, c'est d'être face à sa garde-robe et de faire le tri de ses vêtements et de se poser en fait les questions à propos de chaque vêtement, qu'est-ce que je vais en faire ? Alors il peut y avoir un pull trop petit qu'on va décider de transmettre à sa fille, donc c'est le côté un peu je délègue quelque chose. On peut avoir une chemise sympa mais un peu vieillotte qu'on a envie de customiser, on va mettre des paillettes pour un peu embellir sa vie, rajouter un peu de plaisir là-dedans, ou on peut avoir éventuellement un autre vêtement qu'on va se dire ça c'est indémodable, je vais le garder mais je le plie pour l'instant, je le laisse dans un tiroir, j'en ai pas besoin. Et donc c'est l'idée de se dire j'ai des ressources, j'ai des atouts, je suis pas obligée de tous les utiliser en même temps. Alors on peut avoir des vêtements aussi qu'on choisit de donner, de se débarrasser. On peut avoir des vêtements inconfortables qu'on souhaite ne plus mettre, changer ses talons aiguilles pour des bonnes baskets et être, bonne idée. Être cool et repartir de façon un peu plus sereine. C'est une belle image pour dire que il y a une série de choix à faire et de réorganisation. En tout cas, l'idée n'est pas de reprendre la garde-robe telle qu'elle est et de continuer comme ça, parce que sinon, forcément, les mêmes causes produisant généralement les mêmes effets, on va se retrouver en burn-out à nouveau quelques temps plus tard. C'est d'ailleurs quelque chose d'intéressant, ça me fait venir cette idée que très souvent, en fait, on rencontre en burn-out des personnes qui ont eu un premier ou même deux petits burn-out, une quinzaine de jours de congé avec le médecin qui dit « reposez-vous bien », et puis qui finalement tombent quand même en burn-out un peu plus fort, un peu plus longtemps, et puis à un moment donné qui finissent par consulter. Et en fait, on se rend compte que c'est parce que, évidemment, s'il n'y a rien qui change, soit dans notre contexte, soit dans notre manière d'agir, on retombe dans ces travers. On retombe. Surtout qu'au niveau de notre quota d'énergie, en général, après un burn-out, quand même, il ne remonte pas avant longtemps. Et là, même après avoir repris du boulot, souvent, ça prend vraiment du temps pour retrouver notre énergie d'antan. Donc, en plus, on a moins d'énergie. Et si donc on ne change pas ni le jeu, ni les règles du jeu, je veux dire, on se retrouve dans la même chose. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Le post-burnout, c'est vraiment dans la continuité du burnout. On va vraiment travailler à comment je réadapte soit mon contexte. Et là, on est dans est-ce que je vais repartir dans la même structure. Moi, souvent, c'est vrai que je trouve que c'est une victoire quand même d'arriver à retourner de là où je viens, le quitter 2 semaines plus tard, mais pour postuler, par exemple, déjà, au lieu de dire je suis en congé de maladie, je suis quand même revenue. Donc, on sort sur une victoire quelque part, et même parfois un bras d'honneur en partant. Quand il y a de la colère, ça peut faire du bien. Mais après, c'est pas indispensable, et on peut tout à fait se dire, quand je suis au fond du trou, se dire en tout cas, plus jamais je retournerai là-bas, et ne plus y retourner. C'est pas une catastrophe non plus, surtout si on se retrouve des pistes et des projets qui portent quelque part, qui sont chouettes. Oui. Et
qui vont nous reconstruire aussi. Et si on prend l'image de la garde-robe, on peut donc penser à éliminer tous les vêtements et changer complètement de tenue. Un peu, tout à fait, oui, voilà. Changer de style. Changer de style. Après, quand on change de style, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne retombera jamais dans ses travers. Donc garder ces leçons de savoir que voilà, on a eu une faiblesse, on sait qu'on peut avoir un signal d'alarme. Oui. Et rester attentif pour ne pas débrancher la prise une nouvelle fois. D'où connaître les signaux d'alarme et puis effectivement se dire c'est pas juste en changeant de contexte, ça peut ne pas suffire, quoi. Même si je change complètement de contexte, j'étais dans une grosse boîte où il y avait de la pression, etc. et je décide de faire une formation, je sais pas moi, comme conseillère conjugale, et je m'installe comme conseillère conjugale parce que j'ai envie de faire quelque chose de plus humain, etc. Enfin, je pense à quelqu'un en disant ça, c'est pour ça que je suis assez précise. Mais évidemment, comme conseillère conjugale, j'arrive pas à mettre mes limites non plus, j'accepte des rendez-vous à toute heure pour faire plaisir à mes clients, je vais me retrouver dans la même situation que dans ma grosse boîte. Donc c'est important, vraiment, c'est pour ça que c'est important d'avoir analysé suffisamment et de se dire, le problème c'était le contexte, le problème c'était moi, le problème c'était l'interaction entre les deux, ce qui est très souvent le cas. Souvent ce sont les deux ensemble. Et la période de post-burnout, c'est vraiment pour moi une période d'apprentissage, vraiment où on peut vraiment se dire, voilà, maintenant je suis sortie, mais qu'est-ce qui a fait que je tombe dedans? Et là, de nouveau, on va poser cette question un peu paradoxale de dire, mais qu'est-ce que vous pourriez faire si vous vouliez retomber en burn-out aujourd'hui? Avec votre mi-temps thérapeutique, si on en a encore au mi-temps thérapeutique, ou avec votre 4/5e, ou dans votre nouveau contexte de travail, comment vous pourriez faire pour retomber en burn-out? Et de nouveau, pour les personnes, c'est en général beaucoup plus limpide de répondre à cette question-là que de répondre à comment vous pouvez faire pour ne pas tomber en burn-out, quoi. Alors là, ça paraît un peu vague, et puis ne pas faire quelque chose, c'est toujours plus difficile de le décrire que comment aller droit dans le burn-out. Ce serait quoi le chemin? Qu'est-ce que vous devez faire? Et c'est très aidant et très éclairant, évidemment, de se poser la question comme ça. Alors, quand on est dans cette phase de post-burnout, d'après-burnout, on entend souvent dire aussi que ça a été une chance. C'est une chance, en fait, de rebondir autrement, de faire autrement, de déployer, en fait, une nouvelle énergie, parce qu'on va peut-être avoir besoin de beaucoup d'énergie pour faire un nouveau projet, mais c'est pas la même énergie, évidemment. C'est ça. C'est une énergie qui nous porte davantage qu'elle nous use. Et parfois, il y a une question de sens aussi de son travail. C'est vrai qu'une énergie qui est mise et qu'on y trouve du sens, ça va être une énergie qui va être plus nourrissante, même si on la donne, qu'une énergie qu'on met et où on n'est absolument pas reconnu dans son boulot, où on a l'impression que de toute façon on n'est qu'un tout petit pion, un petit numéro dans une grosse entreprise, et que quoi qu'on fasse finalement, ou bien même j'ai été absent et en fait presque, je ne vais pas dire personne n'a remarqué, c'est exagéré, mais ça n'a rien changé. Et donc c'est sûr qu'il y a aussi cette qualité de l'énergie qu'on met et le sens que notre travail a pour nous. Et ça, ce sont évidemment des questions qu'on pose et qu'on se pose quand on s'arrête comme ça. C'est une occasion d'arrêt un peu sur image et de se dire, voilà, comme tu disais avec la garde-robe, je trouve que l'image est vraiment bonne, je garde quoi et je jette quoi, et je me rends compte qu'en fait, ce pull-là, je le mets tout le temps, mais en fait, je suis pas bien dedans, je le trouve même pas beau, enfin voilà. Et donc, celui-là, je peux peut-être le virer. Donc, c'est vraiment l'occasion d'apprentissage, de faire attention aussi à la qualité de son sommeil, dont on avait parlé précédemment. C'est le premier à en pâtir en général, le sommeil. C'est vite un cercle vicieux, quoi. Puisque si à cause du fait d'être fatiguée et d'être stressée par le boulot, je dors pas, je vais être encore plus fatiguée, encore plus stressée, parce que fatiguée, je serai pas en meilleur état pour gérer les choses que je dois gérer. Et le cercle vicieux du sommeil, il est vite là. Comment on peut faire pour essayer de gérer autrement le sommeil, plutôt que juste être dans son lit et se dire il faut que je dorme, parce que sinon demain je vais pas être en forme, parce que j'ai déjà beaucoup, parce que je suis déjà épuisée, etc. Parce qu'au contraire de nous aider, en général cette pression s'ajoute à la pression générale de la fatigue et du stress, de se dire en plus il faut absolument que je dorme, quoi. Donc ça c'est vraiment, ça me semble effectivement important, c'est de pouvoir mettre des choses en place pour que le repos soit du vrai repos, ou que je ne reste pas au lit simplement. Alors dans cette situation aussi d'après burn-out, le regard de l'entourage est important. Il faut continuer à mettre ses limites et en fait tout à fait. de tirer les conséquences de ces faiblesses qui se sont montrées quelques mois auparavant. C'est vrai que si on n'a pas tiré leçon de ce qui s'est passé, si on n'a pas appris à dire non, on n'a pas appris à mettre ses limites,
l'entourage, il va nous voir repartis et il va dire, allez, hop, on y va. Et on va être sollicité, évidemment. Surtout que l'entourage, parfois, il est fatigué, lui, d'avoir dû porter des choses. Et donc, il pourrait assez vite nous ressolliciter, se dire, allez, ouf, on tourne la page, on est reparti. Et donc ça, c'est une intention à avoir, c'est d'être capable, et ça se travaille, évidemment, de dire, je suis encore fatigué, je me protège encore, je continue à mettre mes limites. Et donc, c'est vraiment important, en fait, cette notion de progressivité, si on veut consolider, en fait, chaque marche quand on les remonte, quelque part, c'est de ne pas aller trop vite à la marche suivante, quoi. Et alors qu'on pourrait se sentir enthousiasmé, je ne sais pas, on a envie de suivre une formation parce qu'on se rend compte qu'on veut faire qu'on a envie de faire telle réorientation de carrière, et donc se réinscrire trop vite en formation, et qu'on n'a pas encore l'énergie de la suivre, et d'emmagasiner, je veux dire, les concepts, etc. C'est évidemment une erreur, hein. Donc, il faut vraiment se dire, chouette, je sais ce que j'ai envie de faire, mais mieux vaut prendre le temps de le faire bien que de vouloir aller trop vite ou se dire, bon, je suis en congé, donc je le fais. Non, c'est un congé, je le répète, pour se reposer, normalement. Alors, ça n'empêche pas, évidemment, de se former à ce moment-là, mais il faut que ce soit, j'ai envie de dire, un rythme posé. Quelques journées par mois, quelques heures par semaine, voilà, mais pas se retrouver dans une formation à temps plein en se disant je profite de mes 3 mois que j'ai devant moi pour une formation à temps plein. Ça n'a pas beaucoup de sens et ça risque de nous amener à redégringoler quelques marches, et donc c'est un peu dommage. Et donc c'est important effectivement donc de communiquer à l'entourage. J'en suis pas encore au palier du dessus, quoi, au sommet, hein, je suis encore, et donc c'est progressif et c'est à tous les niveaux qu'il faut prendre le temps de cette progressivité, quoi. Ça, je pense que c'est vraiment la leçon à tirer, peut-être par rapport au post-burnout. Je dirais, c'est tirer évidemment les apprentissages de ce qui s'est passé et se poser la question comment je devrais faire pour y retomber. Voir évidemment si c'est un changement de contexte, c'est préparé déjà pendant le burn-out, mais voilà, un changement de contexte parce que ça peut être les deux, un changement de comportement et de positionnement de ma part. Et puis effectivement, pouvoir communiquer dessus en ne voulant pas aller trop vite et en ne laissant pas les autres tenter de nous emmener trop vite. L'entourage très bienveillant peut vouloir nous stimuler peut-être un peu trop, ou dire allez, c'est trop bien, t'es sorti de ça, viens, on va fêter ça, on va sortir. Enfin voilà, et pouvoir mettre ses limites. C'est un bon exercice d'ailleurs, hein, qui est hors contexte professionnel, mais pour mettre ses limites aussi, c'est de dire pour l'instant je repense, mais voilà. Peut-être apprendre à remplir son agenda, voilà, en tenant compte de soi aussi, oui, et en mettant des petites plages de temps pour soi ou temps de repos. Oui, exactement. Si on a besoin de remplir cet agenda, parce que tout le monde n'a pas besoin de le remplir, mais si on a besoin de remplir cet agenda, en fait, vraiment le remplir, même physiquement. Le repos. Oui, tout à fait, oui, avec le repos. Mais ça, effectivement, c'est drôle, c'est une tâche que j'ai donnée à une patiente récemment, c'est de noter ses siestes dans l'agenda pour être sûre de les faire, parce qu'elle, la sieste lui fait du bien, elle le sait, mais très vite, elle est zappée au profit d'autres personnes, au profit, voilà. Et donc, c'est important, ce temps pour soi peut être très important, effectivement, pour remonter les marches l'une après l'autre. Donc, que retenir aujourd'hui de cet épisode ? Si on peut prendre cette image d'un bateau et de quelqu'un d'un capitaine ou d'un navigateur qui se retrouve avec son bateau, les voiles déchirées, le gouvernail brisé. Après une tempête. Oui, après une tempête. Ou même juste d'avoir mal manœuvré, d'avoir été... Voilà. Et c'est la question du contexte. Est-ce que c'est la tempête ou est-ce que c'est moi qui ai trop tiré sur les voiles parce que j'ai tendance à vouloir accélérer et donc je me dis je prends le maximum du vent pour aller plus vite avec mon bateau. En tout cas, à ce moment-là, le bateau doit s'arrêter, il faut le réparer, il faut prendre le temps de le réparer, et ça prend du temps de réparer un bateau. Ensuite, quand on reprend la mer, puisque le post-burnout, c'est cette reprise de la navigation de la mer, c'est se dire comment est-ce que je vais peut-être gérer mes voiles différemment, comment est-ce que je vais entretenir peut-être mon bateau en le sortant de l'eau une fois de plus pour l'hivernage, alors que je le faisais tous les 10 ans, peut-être que tous les 5 ans, ce serait bien, pour lui remettre une protection, etc., pour pouvoir justement reprendre un bon vent être attentif au vent et choisir son cap aussi pour savoir où aller. Oui, exactement, et pas se laisser juste guider par le vent, mais pouvoir effectivement aller où on souhaite aller. On vous laisse avec cette image. Voilà. Et on vous dit à la semaine prochaine. Voilà, à la semaine prochaine. Merci beaucoup de nous écouter. Chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait chaud au cœur.